Bonjour à tous. Je vous remercie d'être là pour cette conférence « Conserver le grain par les temps qui courent, jouer la carte de la maîtrise du refroidissement ». Je m'appelle Maude Maty, je suis directrice du pôle Technigrain pour la société Serra et je suis accompagnée par Monsieur Fröscher. Bonjour à tous, je suis Eberhard Fröscher, responsable pour la France chez Frigortech. Technigrain est une structure qui réalise des missions de conseil technique et de formation sur la conservation des grains et plus particulièrement sur leur refroidissement. Donc ce qu'on vous propose avec Monsieur Fröscher, c'est dans un premier temps de cibler un petit peu le refroidissement, donc la thématique du refroidissement en France. Ensuite, Monsieur Fröscher prendra le micro pour présenter la technique de ventilation réfrigérée. Et puis, je reprendrai la parole pour terminer sur des retours d'expérience sur la ventilation réfrigérée. Alors déjà, pourquoi refroidir? Comme vous l'avez vu ce matin, refroidir des grains, ça permet de lutter contre les insectes déprédateurs des grains. Et ça va permettre aussi de maintenir les qualités d'une masse de grains. Donc les différentes qualités, dont les qualités technologiques. Et un volet qu'on sous-estime, c'est aussi le fait que ça permet de freiner les processus physiologiques générateurs de freinte, donc de perte de poids. Arvalis a créé en 2008 un itinéraire technique du stockage. Dans cet itinéraire technique du stockage, on va trouver différentes étapes. Le refroidissement des grains, c'est une partie de cet itinéraire technique, mais c'est une partie qui est nécessaire, mais pas suffisante. Ça veut dire que c'est important de nettoyer les installations, ensuite de rentrer en silo du grain qui soit le plus propre possible, pour derrière être dans les meilleures dispositions pour le refroidir. Et la maîtrise du refroidissement, de notre point de vue, c'est un point clé du processus de conservation. En France, dans l'immense majorité des cas, la ventilation de refroidissement des grains se fait par pression, c'est-à-dire qu'un ventilateur va pousser de l'air dans la masse de grains. Ce que dit Arvalis, c'est qu'il faut un écart de 7 degrés entre la température de l'air en contact avec le grain. Je vais prendre ton micro peut-être. Donc il faut un écart de 7 degrés entre la température de l'air en contact avec le grain et la température du grain. Seulement, on ne pilote pas par rapport à une température de l'air ici en contact avec le grain, mais on pilote par rapport à une température d'air ambiant. Cette température d'air ambiant, donc l'air va rentrer dans le ventilateur va mettre l'air en pression, donc va le réchauffer. Donc c'est important, quand on pilote une ventilation, de connaître le réchauffage qui varie en fonction du nombre de cellules qu'on ventile et en fonction des espèces, et également du taux de remplissage des cellules. Donc pour les opérateurs, c'est important d'avoir ces éléments-là pour pouvoir régler le thermostat au plus juste, pour bénéficier du potentiel climatique dans les meilleures conditions. Parce que vous savez bien qu'on est en plein changement climatique, et ce changement climatique fait que la fenêtre climatique qui permettait hier de refroidir le grain est en train de se fermer. Nous, ça nous pose un ensemble de questions. Quel impact ce changement climatique a-t-il sur les paramètres d'entrée au silo, notamment humidité et température du grain, parce qu'on ne refroidit pas de la même manière un grain humide et un grain sec. Ça nous pose aussi la question de l'impact de ces évolutions sur les dynamiques de refroidissement des grains. Et une autre question sous-jacente, c'est quelle sera l'ampleur du phénomène dans les années à venir. Donc ça, on est bien en peine de pouvoir le prédire. Donc la ventilation à l'air ambiant, déjà, c'est compliqué à piloter par rapport à cette évolution du potentiel climatique. Donc c'est nécessaire de connaître les installations au mieux pour pouvoir ajuster ce pilotage. J'ai mentionné tout à l'heure un écart de température entre la température de l'air en contact avec le grain et la température du grain. Donc ça va nous amener aussi sur la question de la thermométrie. Donc un prérequis, c'est que la thermométrie soit existante. Donc c'est important de pouvoir mesurer la température du grain pour pouvoir piloter le refroidissement du grain. Donc que la thermométrie soit existante et fonctionnelle. Et c'est important aussi que les opérateurs soient formés, c'est-à-dire qu'ils sachent s'ils pilotent en fonction d'une température moyenne,
ou d'une température, de la température la plus élevée dans la cellule. Donc c'est important qu'ils sachent lire et interpréter les données de thermométrie pour derrière mettre en œuvre les bonnes actions pour permettre le refroidissement des grains. Et la question que ça nous pose, d'un point de vue fonctionnel, c'est comment s'assurer du bon fonctionnement de la thermométrie. Puisque des fois, on observe qu'on veut ventiler, refroidir la cellule 8, on met la cellule 8 en ventilation avec un groupe froid par exemple, et puis on s'aperçoit que sur notre thermométrie, c'est la cellule 6 qui se refroidit. Donc ça veut dire que parfois, il peut y avoir des inversions de sonde, donc la sonde n'est pas dans la bonne cellule. Donc c'est ça l'idée d'avoir la sonde dans la bonne cellule, les capteurs dans l'ordre. Donc si 1 est en bas et 8 en haut, c'est important qu'il n'y ait pas d'inversion de capteur, parce que tout ça, ça va nous permettre de piloter le refroidissement. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à ce principe de ventilation, c'est que quel que soit le type de ventilation qu'on utilise, que ce soit une ventilation en pression, comme je viens de vous la présenter, en dépression, c'est-à-dire où on aspire de l'air, ou une ventilation réfrigérée, c'est important que l'air puisse circuler dans le système. Les paramètres qui vont avoir un impact, ça peut être la géométrie du silo, la dimension du collecteur, le type de gaine de diffusion d'air, les débits et les pressions qui vont être mis en jeu par le ventilateur, les fuites d'air dont on parle assez rarement finalement. Et puis aussi, c'est important que le passage de l'air soit facilité à la sortie du silo ou à la sortie de la cellule. Je pense par exemple aux cellules rondes métalliques extérieures sur lesquelles c'est important qu'il y ait suffisamment de surface d'extraction pour que l'air puisse ressortir sans pénaliser le fonctionnement du ventilateur. Une question en pratique, c'est comment on arrive à s'adapter aux systèmes qui sont difficiles à nettoyer, puisque si une gaine de diffusion d'air est bouchée par exemple, c'est sûr que l'air ne va pas bien passer dans la masse de grains. Et puis, aujourd'hui, dans les dimensionnements, comment est-ce qu'on se projette dans les types de graines qu'on va stocker peut-être dans 10 ans ou 15 ans? Je pense par exemple à l'apparition de quinoa sur les dernières années. On a des graines de cameline aussi, donc qui font une masse très dense. Et en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur la performance du ventilateur. Et puis, comment évaluer les fuites d'air? Donc juste là-dessus, nous, on a mis en place un projet avec INRAE, donc qui est la fusion de l'INRAE et l'IRSTEA. Et donc le projet exploratoire débouche sur un sujet de thèse de doctorat. Donc la question est vaste et complexe, donc la question d'évaluation quantitative des fuites d'air. Et quel impact derrière quand dans un système dans lequel il y a des fuites, si on colmate les fuites, en fait c'est quoi l'impact sur le ventilateur? Donc la majorité de ces problématiques, on les adresse via une méthode que nous avons créée, qui s'appelle la méthode REV. REV, c'est pour économie d'énergie sur la ventilation de refroidissement. En fait, dans cette méthode, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des mesures sur le ventilateur et en fonction du comportement du ventilateur, on va pouvoir comprendre ce qui se passe ici dans le réseau en amont. Donc le réseau amont, c'est tout le chemin que la petite molécule d'air doit faire pour rentrer dans le ventilateur. Est-ce que c'est pénalisant ou pas sur le fonctionnement du ventilateur? Et ça nous permet aussi d'évaluer ce qui se passe dans le réseau aval. Donc le réseau aval, c'est tout le chemin que la petite molécule d'air fait du refoulement du ventilateur, en passant par la masse de grains et ensuite en sortant des cellules. Donc cette méthode, elle va permettre d'évaluer la performance de la ventilation à l'air ambiant dans vos installations et d'évaluer aussi si dans le potentiel climatique actuel, c'est encore possible de refroidir les différents types de grains que vous souhaitez stocker dans vos installations. Cette méthode, depuis 2020, on l'a déployée sur un peu plus d'1 millier de ventilateurs, dont les marques sont ici. Donc on a Howden, Solivan, Neuf Evi par exemple. 1000 ventilateurs, ça représente 7 millions de tonnes de stockage nominal. Et là-dessus, sur ces 7 millions de tonnes, on a fait différentes observations. Sur ces 7 millions de tonnes, on a déjà 1% des ventilateurs qui tournent à l'envers. Je vous rappelle qu'un ventilateur centrifuge, en forme d'escargot, qui tourne à l'envers, il va quand même aspirer par son ouïe d'aspiration. Donc si on s'en tient juste à mettre sa main au niveau de l'ouïe d'aspiration, on va sentir de l'air passer. Donc oui, ça fonctionne, le ventilateur, il fait du bruit et puis il aspire de l'air. En fait, non. Un ventilateur qui tourne à l'envers,
ne permettra pas de pousser de l'air avec des caractéristiques qui permettront de refroidir le grain. Donc là, sur les 7 millions de tonnes, ça nous fait un équivalent de 70 000 tonnes qui juste ne peuvent pas être refroidis. On a 5% des ventilateurs qui sont en pompage. Alors le pompage, en fait, c'est quand on demande au ventilateur de fonctionner à une pression qui est trop importante par rapport à ce qu'il peut fournir. Et donc le ventilateur, comme il est alimenté au niveau électrique, il va faire un petit peu de débit, arrêter de faire du débit, etc. Donc on peut le matérialiser facilement en collant une feuille sur l'ouïe d'aspiration du ventilateur. Si la feuille faceille et tombe, c'est qu'on est dans cette zone de pompage. Donc dans cette zone de pompage, on ne peut pas faire du bon travail de refroidissement. Et ça va concerner 350 000 tonnes sur les 7 millions de tonnes qu'on a étudiées. On a 15% des thermostats, des systèmes de thermostats qui sont non fonctionnels ou dont les sondes sont mal positionnées. Donc ça, c'est selon les critères qu'on a mis au point. Ça représente 1 million de tonnes. 21% des ventilateurs qui sont sans thermostat. Donc le thermostat, c'est vraiment l'organe qui, quand on sait le régler, va permettre de ventiler exclusivement pendant les plages qui permettent de refroidir le grain. Donc on est sur 1 500 000 tonnes. Et puis 30% des installations, donc quasiment une installation sur 3, est inadaptée. Inadaptée, ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit l'élévation de température liée à la mise en mouvement de l'air est trop élevée. Donc ça veut dire qu'on réchauffe trop l'air quand on commence à réchauffer de 7, 8, 9, 10, 18 degrés l'air. En fait, c'est plus possible de refroidir du grain avec cet air-là. Donc installation inadaptée, soit le réchauffage est trop élevé. Ou alors, la deuxième cause, ça peut être que les débits d'air qui sont mis en jeu sont trop faibles. Et comme on sait qu'il faut une certaine quantité d'air pour refroidir le grain, en fait, ça nous fait faire des passes de refroidissement qui durent des centaines d'heures. Et ça, c'est pas correct, puisque on va réussir à refroidir le pied de la cellule, mais le haut va rester chaud. Et vous savez que le haut, c'est une zone dans laquelle on peut avoir un développement favorable d'insectes. Donc, avec tout ce que je vous ai dit là, si on prend un peu de recul et qu'on se dit, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là et qu'on a vu que les installations étaient inadaptées, peut-être que continuer à ventiler en ventilation à l'air ambiant, ce n'est plus pertinent dans le contexte climatique actuel. Donc, dans certains cas, la ventilation réfrigérée, ça peut être une option. Donc, je vais passer le micro à M. Fröscher qui va vous présenter cette technique. Je vais vous présenter brièvement la technique de ventilation réfrigérée. Ok. Quel est le but? Le but est simple, on veut préserver la qualité de la récolte. Comme nous avons déjà maintenant écouté de Maud Maty, on peut ventiler à l'air ambiant, c'est la méthode classique, la méthode bien connue. Et il y a une alternative avec du froid artificiel. Cette méthode, elle n'est pas récente, ça se fait depuis minimum 60 ans et de plus en plus dans le monde entier. Pour tout type de céréales, de graines, ça peut être du blé, de l'orge, du maïs, du colza. Dans beaucoup de pays, c'est le riz principalement. Donc ça fonctionne pratiquement pour tout type de céréales ou de protéagineux, etc. Le souci principal, c'est bien connu, c'est les insectes. Alors, l'objectif principal, c'est éviter l'installation d'insectes dans le grain. En principe, la ventilation réfrigérée, c'est une méthode préventive. C'est-à-dire, on veut refroidir le grain au plus vite possible avant que les insectes ne s'installent dedans. Mais ça peut être aussi curatif dans le sens d'arrêter le développement. Quand un lot est infesté, on le refroidit, on met les insectes en dormance. Après, il y a d'autres bénéfices à part ça. Quand le grain est froid, on arrête la respiration. Pas de respiration ou une respiration minimisée. Ça va réduire des freintes qui ne sont pas visibles, mais elles sont là. Les freintes, la perte de poids, parce que le grain a une certaine humidité et température, ça s'autoconsomme et ça s'échauffe.
Un autre effet bénéfique, c'est la protection contre des champignons et les mycotoxines qui peuvent être résultat de la présence de mycotoxines. Et finalement, surtout pour les semences et pour les orges brassicoles, on regarde particulièrement, on veut préserver la capacité germinative par une conservation au frais. Vous le connaissez, les insectes, elles sont très à l'aise entre 20 et 30 degrés à peu près. Si on descend la température vers les 15, 14, 13, 12 degrés, il n'y a plus de développement. Et ici, un aspect important, c'est le temps dans lequel on a atteint cette température. Ce n'est pas la même chose arriver à 13 degrés fin septembre qu'arriver à 13 degrés fin décembre. Et ça, c'est la différence principale entre la ventilation réfrigérée et la ventilation à l'air ambiant. Ici, un stockage à plat. Qu'est-ce qui se passe dans le tas? À certaines températures et humidités, le grain va respirer et va produire encore plus de chaleur et plus de, comme produit du processus de l'eau. C'est-à-dire c'est un processus qui s'accélère, connu comme point chaud. La méthode ventilation réfrigérée, ça fonctionne en principe comme une ventilation traditionnelle. On insuffle de l'air en bas, l'air sort en haut en amenant l'humidité et la chaleur. La différence, c'est l'appareil. Un appareil qui produit de l'air dans des conditions stables. On programme une température et une humidité relative et l'air sortant de notre machine sera toujours dans les mêmes conditions, indépendant du climat. Il peut faire chaud, il peut faire plus frais, plus humide, plus sec. À la sortie du granifrigor, la température est stable. Et on produit des conditions qui naturellement commencent à être présentes en automne, en hiver. On simule l'hiver en été. Voilà, physiquement, c'est un exemple d'installation. En ce cas-là, c'est un silo béton avec des gaines métalliques au-dessous. Mais on voit après d'autres exemples, ça fonctionne dans pratiquement tout type de stockage et d'installation. L'appareil, il est toujours à l'extérieur parce que la chaleur qu'on extrait de l'air qui va dans les cellules, cette chaleur, elle doit être dégagée à l'extérieur. C'est-à-dire, un granifrigor, il est toujours dehors. Ici, vous voyez un écran de notre contrôle, de notre écran tactile. On voit bien le processus. Il est relativement simple. L'air, on mesure la température de l'air, ici. Il y a un filtre, un ventilateur qui est régulé en vitesse par un variateur de fréquence. Derrière, c'est l'évaporateur, c'est là où on extrait l'énergie thermique. Et on descend à la première consigne, température air froid. Par exemple 7, c'est entre 5 et 10 degrés. Mais 7, c'est une valeur typique. Ici, l'air est froid, mais l'humidité relative est élevée. On n'est pas loin du 100% d'humidité relative, ça serait trop pour l'injecter dans une cellule de grain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réchauffe de façon contrôlée derrière pour abaisser l'humidité relative. Typiquement, on programme 3-4 degrés de réchauffement pour réduire l'humidité et l'adapter au grain qu'on veut refroidir. Comme j'ai dit, c'est pas récent. Ça, c'est un groupe foie que j'ai trouvé en France. Le silo était des années 30. Le groupe foie, je pense qu'aussi. Mais apparemment, la technique, elle a disparu, sûrement avec l'apparition des molécules dans les années 50 et 60.
Consommation d'énergie. Souvent on parle, il existe le souci que faire du froid, ça consomme beaucoup d'énergie. Et la vérité, oui, ça consomme de l'énergie, mais ça ne consomme pas plus qu'un ventilateur traditionnel. On sait par les retours des chiffres qu'on a, c'est à peu près dans le même ordre de grandeur en kilowattheure par tonne. En France, ça dépend si on est ici ou dans le sud-ouest, ça va varier, mais ça tourne entre 3, 4,5, 5 kWh par tonne en fonction de la région et de la fonction de la géométrie du silo. Un stockage à plat, ça va toujours consommer un peu moins qu'un silo cathédral de 40 mètres d'auteur. Un avantage au niveau économique, c'est qu'on consomme cette énergie électrique en été. En été, quand le tarif est plus bas. Et le 1er novembre, souvent c'est le 1er novembre que le tarif augmente énormément. Là, on a déjà fini. Le silo est froid, on ne touche plus. C'est même si ça consomme un peu plus qu'un ventilateur air ambiant, ça peut être plus économique en argent parce qu'on consomme en été. Alors la différence principale entre la ventilation air ambiant et la ventilation réfrigérée, c'est la vitesse de refroidissement. Il ne faut pas attendre que le climat, le temps soit correct pour pouvoir ventiler. On commence directement après la moisson. C'est la différence principale. Le but est le même. On veut du grain froid. La grande différence ici, on a du grain froid dans 2 mois à peu près, après la récolte. Et ça peut faire la différence au niveau infestation d'insectes. On est indépendant du temps, on n'a pas de thermostat, on n'a pas d'erreur d'opérateur qui, des fois, ça arrive quand on réchauffe du grain qui était déjà froid par une mauvaise opération sur le site, non, je pense que c'est réel. Ça simplifie le travail sur le silo. On met la machine en service et elle gère tout automatiquement son fonctionnement. Non ? Voilà ici quelques exemples. On nous pose souvent la question, ça fonctionne sur ce type de silo ou un autre? Ça fonctionne sur tout type de stockage. La seule condition, c'est un système de transport d'air. Soit des demi-lunes, des caniveaux dans un stockage à plat. Ou ici, par exemple, on a un silo béton avec des gaines métalliques au-dessous des cellules coniques. Ce qu'on trouve aussi très souvent en France, c'est des galeries souterraines, sous les cellules métalliques, sous des cellules béton, peu importe. Ce qui est important, que le fournisseur du groupe froid intègre la situation dans son projet pour intégrer bien le groupe froid dans l'existant, parce qu'on travaille pratiquement toujours sur de l'existant. Rarement il y a des silos neufs. On a quelque chose avec un ventilateur, il faut intégrer le groupe froid dans ce système aérolique. Voilà, ici d'autres exemples. Par exemple, là, vous voyez à gauche un stockage à plat. Ici, on fait par partie. Le groupe froid va alimenter, par exemple, 3 lignes de gaines par un collecteur. Une fois que cette partie est froide, on pousse le groupe froid quelques mètres plus loin et on fait une autre partie. Les granifrigores sont produits en Allemagne, au sud de l'Allemagne, là près du lac de Constance, et ils sont utilisés dans le monde entier. On est vraiment sur les 5 continents. Actuellement, on a livré des granifrigores à près de 100 pays. De tout type de climat, même en Scandinavie, ça étonne des fois. On a des groupes froids en Norvège et en Suède. Ouais, parce que là, il ne fait pas très chaud, mais il fait très humide souvent. Alors, là, c'est un peu comme ici. Il ne fait pas très chaud, mais l'air est saturé en humidité.
Et dans les pays tropicaux, évidemment, on n'a pas d'alternative. Là, quand il fait 20 degrés, il fait déjà très froid. Et à 20 degrés, on ne fait rien avec un ventilateur. Nous avons commencé il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans. Maintenant, il y a plus de 120 machines livrées de toute taille sur le territoire. Donc, c'est surtout ce qui prouve que la méthode fonctionne, c'est des clients qui ont commencé. Ils reviennent l'année prochaine à équiper d'autres sites. Bon, merci pour votre attention. C'est pas fini? Non? J'ai fini? Non, moi j'ai fini. Bon, maintenant je vais passer le micro à nouveau à Maud Maty, qui va parler des retours d'expérience avec les groupes froids. Merci. En termes de retour d'expérience, depuis 2016, nous accompagnons le pilotage de la ventilation réfrigérée chez nos clients, organismes stockeurs. Il faut savoir que la référence aujourd'hui par rapport au refroidissement des grains, c'est ce guide, le guide d'Arvalis. Et dans ce guide, on ne parle pas ou très peu de ventilation réfrigérée. Sur la ventilation réfrigérée, aujourd'hui, en dehors du travail que je vais vous présenter là, il n'existe pas de référence. Donc souvent, quand un client dit « Oh là là, ventiler avec un groupe froid, ça coûte trop cher », en fait, il n'a pas vraiment d'idée de ce que c'est que coûter trop cher. Donc c'est ce que je vais vous présenter là. Enfin, je vais vous présenter un petit peu l'état de la connaissance par rapport à nos retours d'expérience. Depuis 2018, nous avons accompagné le pilotage de 170 machines, des machines Frigortech et des machines également d'autres marques, ce qui représente environ 2000 cases ou cellules d'une capacité unitaire de 60 tonnes pour la plus petite, jusqu'à 30 000 tonnes, donc là pour la plus grande case à plat, qui, elle, va être ventilée par plusieurs machines. Donc là, c'est les capacités unitaires d'un tenant, puisqu'on peut monter jusqu'à 44 000 tonnes en ventilation en simultané. L'accompagnement tel qu'on le pratique repose sur une appli qui s'appelle Cool. Donc Cool nous permet d'avoir un miroir depuis nos bureaux de ce qui se passe dans les installations de stockage dans lesquelles nous sommes allés évaluer la faisabilité technique et aussi former les opérateurs. Et cette application, elle nous permet aussi de capitaliser des données et donc de faire progresser notre activité recherche et développement, puisque c'est une activité qui nous tient à cœur chez Technigrain. Je voulais vous présenter un cas idéal. Le cas idéal, qu'on a eu une fois sur 170, c'est à la moisson, le silo est rempli avec des céréales, le groupe froid est mis en route dès que le grain recouvre les gaines de ventilation, et on va remplir le silo, ventiler toutes les cellules en simultané, parce que c'est comme ça qu'on dimensionne le groupe froid, et puis une fois que les cellules sont refroidies, tour à tour, on va fermer les trappes de ventilation. Donc ce cas idéal, on l'a eu en 2022. Ici, c'est une capture d'écran de notre outil Cool. Donc en fait, là, vous avez une vue... je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ah, non, du coup. Ici, donc, vous avez une vue du silo. Donc là, on a toutes les cellules du silo, les 8 cellules là, qui sont en ventilation. Là, vous avez la température moyenne à l'avant-dernier relevé. La température moyenne cellule, juste à côté, lors du dernier relevé. Et ça... c'était au 1er août 2022. Donc vous voyez qu'au 1er août 2022, à la grosse maille, on est à 16,5 de température moyenne dans ce silo. Si on clique sur une des lignes, on va ouvrir une page de détail de cellules. Dans ce détail, on a la courbe d'évolution des températures, donc avec le capteur le plus bas, la courbe ici du capteur le plus bas, et puis plus on va vers la droite, plus on est sur les capteurs qui montent dans la masse de grains. Et en dessous, on a ce que j'ai créé et appelé l'escalier des températures. En fait, c'est comme si on prenait la cellule et on la couchait sur le côté. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux différentes dates, donc plus on va vers le haut et plus c'est une date récente, ce qu'on voit, c'est qu'en bas, on était d'abord orange et puis on passe ensuite en vert. Donc on a toujours une double codification valeur et couleur pour les personnes qui ne verraient pas très bien les couleurs.
Et puis, donc l'idée, ça va être de pousser le rouge à l'extérieur de la cellule et faire apparaître de plus en plus de vert et de bleu pour que la cellule se refroidisse. Donc pendant la campagne de refroidissement, nos opérateurs saisissent les données dans Cool. Cool est interfacé avec 3 fournisseurs de thermométrie, Cera, EasySafe et Javelot. Et donc ça permet de fiabiliser le process et faire gagner du temps à l'opérateur. Une fois qu'on a terminé la campagne de refroidissement, probablement en novembre, en fait, ça va dépendre des installations, nous, ce qu'on va faire, c'est on va travailler sur des indicateurs au niveau de la machine, dont des indicateurs de performance énergétique. Donc on va regarder le tonnage ventilé, le nombre d'heures de fonctionnement de la machine. Donc la machine va fonctionner 24 heures sur 24. Donc vous voyez ici qu'elle a fonctionné 999 heures, c'est un vrai cas. On a mesuré une consommation de 32 192 kWh sur ce cas-là. On a des moyennes d'amplitude de refroidissement à 14,8 degrés, donc c'est la différence entre la température du début du refroidissement et la température de fin. On a une consommation électrique à la tonne refroidie, donc qui est notre premier indicateur de performance énergétique, qu'on exprime en kilowattheure par tonne. Donc là, dans ce cas idéal, on est à 4,8. Donc je sais que ça peut venir un tout petit peu Enfin, les indicateurs que je vais vous présenter viennent un tout petit peu en opposition avec ce que M. Froescher vient de dire. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant avec ces indicateurs-là, c'est que la première année qu'on va mettre des groupes froids ou qu'on va accompagner le pilotage de groupes froids, on va avoir des indicateurs. Et l'idée, ça va être de faire progresser les installations et d'optimiser les choses. Est-ce que c'est des questions de fuite? Est-ce que c'est des questions de collecteurs qui n'ont pas été calorifugés? Donc on va accompagner le client une fois la campagne terminée et le bilan réalisé dans la mise en œuvre de travaux. Et ensuite, l'année suivante, on va pouvoir mesurer l'impact des travaux sur l'évolution de ces indicateurs-là de performance énergétique. Cet indicateur, il n'est pas hyper facile à tenir puisque, comme on est en tonnes, il faut tenir à jour une espèce de traçabilité des tonnages. Donc, dans le silo de tout à l'heure, là, le silo idéal, super, parfait. Mais dans un silo dans lequel il y a un peu de rotation, c'est vraiment difficile à tenir. Donc, c'est aussi tout l'enjeu de la mise en œuvre de l'appli Cool qui nous permet de tenir à jour cette traçabilité. Le deuxième indicateur sur lequel on travaille, c'est un indicateur en kilowattheure par tonne refroidie et par degré de refroidissement. Et puis, donc, le coût électrique. Donc, je vous rappelle, on était en 2022. Donc, 2022, l'électricité était moins chère qu'en 2023. Et là, dans cet exemple-là, sur le site, ils ont consommé 1 488 € d'électricité pour refroidir les 6 767 tonnes. Ça, c'est un cas idéal. Maintenant, on va passer à la vraie vie. La vraie vie, c'est... là, j'ai une courbe d'évolution des températures. J'ai une courbe d'évolution des températures et en fait ce qui est intéressant c'est que là on voit que la température évolue bien puis là il se passe un truc, vous voyez, il y a une bosse. En fait la bosse c'est que le grain s'est réchauffé. Ce qui s'est passé après enquête, c'est que donc dans un premier temps on a piloté la ventilation réfrigérée, super. Donc là c'est un cas de cette année. On a commencé à ventiler cette cellule le 14 septembre et au 9 octobre, la température était stabilisée. Ça veut dire que l'air n'avait plus de capacité à prendre la chaleur du grain. Donc la température du grain était stabilisée. On fait quoi? On ferme les trappes de ventilation. Il y a une période de stabilité, trappe de ventilation fermée, normal. Et puis là, on voit qu'il se passe un truc. Les niveaux du bas, la température des deux niveaux du bas monte. J'enquête. Le groupe froid a été éteint. Mais dans le silo, vous comprenez, on a fait rentrer du maïs sorti séchoir, puis on avait besoin de le ventiler à l'air ambiant. Les trappes pas étanches, on ventile avec de l'air ambiant. On a de l'air qui passe dans notre cellule, qui réchauffe le bas de la cellule. La difficulté, c'est qu'après, quand je rebascule en ventilation réfrigérée, donc je vais réussir à refroidir ici les niveaux que j'avais réchauffés, sauf que quand je refroidis, je pousse de la chaleur vers le haut. Donc en fait, je refroidis mon pied de cellule, mais je vais pousser la chaleur qui va devoir passer par chaque étage. Donc en fait, on se trouve dans une situation où finalement, on va faire comme 2 passes de refroidissement sur cette cellule, et donc on va perdre de l'énergie.
Donc typiquement, ça c'est des choses, des phénomènes qu'on va pouvoir noter et sur lesquels on va pouvoir intervenir avant, en tout cas accompagner le client avant la campagne suivante. Le pilotage de la ventilation réfrigérée appelle vraiment met en œuvre des différences significatives par rapport à la ventilation à l'air ambiant. Donc on a des différences en termes de dynamique de refroidissement. On ne refroidit pas à la même vitesse qu'à l'air ambiant, ce qui peut perturber l'opérateur. On a une ventilation qui va fonctionner 24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'il va aussi falloir transformer les pratiques de ventilation. Et puis en fait, les scénarios climatiques, ils sont vraiment variés. Là, sur les 3 dernières années, on a eu un panel de scénarios qui était vraiment assez étendu. Chaque année, c'était un scénario différent au niveau climatique, donc avec des grains qui arrivaient plus ou moins secs, et puis des températures d'air ambiant qui pouvaient être caniculaires. Donc là, il y a une nécessité d'adapter le pilotage en termes de consignes de température de fonctionnement de la machine, et aussi, notamment, du nombre de cellules à mettre en ventilation en simultané. Et puis avec l'expérience, là, il y a un certain nombre d'erreurs qu'on a bien pu caractériser et donc qu'on peut éviter à nos clients quand on les accompagne via l'outil Cool. Je vous ai mis une diapo un peu risquée, j'aime bien prendre des risques. Là, c'est un extrait de notre base de données. Notre base de données dans laquelle on a des données qui sont, je dirais, propres pour 73 machines. Propre, ça veut dire que le taux de rotation dans le silo en ventilation réfrigérée n'a pas été trop important. Et puis qu'on avait aussi des compteurs, notamment des compteurs de consommation d'énergie. Là-dessus, donc ça représente 896 000 tonnes refroidies, donc les 73 machines. On a une amplitude moyenne de refroidissement qui était à 16,3 degrés. Ici, la maxi, elle est à 27,5. Ça veut dire qu'on a refroidi le grain de 27,5 degrés dans ces cellules-là. Donc c'est juste des indicateurs. Hein. On a une consommation totale de 5492 MWh, une puissance moyenne de 40,3 kW. Et l'indicateur de tout à l'heure, qui était à 4,8, vous voyez qu'ici, il est un petit peu plus élevé. Donc ça, c'est ce qu'on observe chez nos clients sur un panel de scénarios climatiques assez étendu, et puis avec donc des situations du stockage à plat au silo au béton cathédrale, etc. Donc ça, attention, hein, j'ai bien mis que c'était des chiffres indicatifs à consolider. Ne prenez pas ça pour argent comptant, mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain, et c'est ce qui commence, on commence à pouvoir se positionner par rapport à ces valeurs-là. Et puis 0,38 kWh par tonne refroidie et par degré de refroidissement. En conclusion, ce que je voulais faire ressortir de cette présentation, c'est qu'il existe une base solide de connaissances sur le refroidissement des grains, et ça reste à compléter avec les nouveaux types de grains, par exemple, pour lesquels on n'a pas d'équation de perte de charge, l'évolution du contexte climatique, comment on fait pour refroidir du grain sec avec de l'air très sec, etc. Voilà. Pour nous, les mesures in situ, donc les mesures sur les ventilateurs, ça permet de mieux comprendre les phénomènes et donc de pouvoir adapter le conseil et pouvoir adapter aussi les évolutions d'installation. Et puis, je voulais vraiment vous dire que le redimensionnement des installations, ça se heurte à des limites physiques. Par exemple, aujourd'hui, dans un silo béton cathédrale, sur une cellule de 40 mètres de haut, je ne suis pas sûre qu'on puisse encore refroidir du colza avec de l'air ambiant. C'est un exemple. Donc, dans certaines de ces situations-là, le recours à la ventilation réfrigérée, ça peut être une solution. Et aujourd'hui, c'est une solution dont le coût énergétique est encore compatible avec l'usage en conservation des grains. Donc je vous remercie pour votre attention et on est à votre disposition pour les questions. Ouais, du coup, il coupe ce micro. Merci. Attention, question sur la condensation. Bonjour. Ah ouais, ça marche. J'avais deux questions.
Donc la première, est-ce qu'il y a un risque de condensation avec l'air froid que l'on envoie? Je prends. Bon, si tu as des commentaires, moi, je vais dire quelque chose. Si tu as à me corriger, vas-y. Oui, souvent, il existe le doute de la condensation. Il y a aussi là un peu de rumeur que quand l'écart de température entre grain et air est plus de 10 degrés, ça risque de condenser. Mais bon, c'est pas vrai. La condensation, c'est la physique. C'est pas nous qui l'a inventé. La condensation a toujours eu lieu sur un corps froid en contact avec de l'air plus chaud et une certaine humidité relative. Alors, il y a des effets de condensation, ça c'est vrai, mais où? On peut voir de la condensation sur une gaine qui transporte l'air du groupe vers la cellule. Quand l'espace au-dessous des cellules, par exemple, il est chaud, là, on aura de la condensation. Et la condensation qui peut être dangereuse, ça on connaît aussi dans la ventilation air ambiant. Imaginez, vous avez des cellules ouvertes sous un toit et commence à faire froid en septembre. Fin septembre, l'air est suffisamment froid pour mettre en marche les ventilateurs. La masse de grain est toujours à 30. Alors, on a de l'air sortant qui est chaud et humide, mais le toit est froid. Là, ça peut condenser et l'eau va tomber dans nos cellules. Mais ça, cet effet, c'est plutôt dans la ventilation air ambiant. Avec le groupe froid, on ventile normalement quand il fait toujours plus chaud dehors. Alors, on minimise ces effets de condensation sous les toits, qui ne sont pas isolés, mais il n'y a jamais une condensation sur le grain. C'est physiquement impossible parce que le grain est plus chaud que l'air avec lequel on le refroidit. Donc, c'est un peu une sorte de rumeur qui court. On le connaît. Et j'avais une deuxième question. Quels sont pour vous, parce que vous avez présenté toute la partie contrôle, et quels sont les axes d'amélioration ou d'optimisation de la ventilation? Quelles sont les pistes? Ouais, là, ça devient un peu plus complexe. En effet, on a vu les chiffres là, des indicateurs kilowattheures par tonne. Ça, c'est empirique, mais je fais confiance, c'est correct. Là, ce qui joue un rôle, c'est l'auteur du stockage. Bien sûr, un silo de cathédrale béton avec du colza, ça va consommer plus qu'un stockage à plat de maïs. L'optimisation, il y a beaucoup de petits leviers. Un, c'est les heures de fonctionnement. En principe, on fonctionne 24 heures sur 24, mais on n'est pas obligé à le faire. Les machines possèdent un thermostat, on programme un seuil de température, et on dit par exemple à partir de 30 degrés, le groupe s'arrête. Parce que les heures de canicule, le groupe va consommer, la consommation est pratiquement constante dans le temps, mais le débit d'air froid il va se réduire, c'est-à-dire j'ai moins d'air froid pour le même coût d'énergie. Donc j'arrête mon groupe quand il fait très chaud. Et ça, cet été, il y a plusieurs clients, ils ont fait ça. On programme un seuil de température ou en fonction du temps, pour le coût d'électricité ou pour la température ou pour les deux. Et bon, après, c'est surtout les fuites. Il y a pas mal d'installations où les fuites, on n'avait pas trop regardé quand on ventilait à l'air ambiant. Voilà, on dit on perd un peu d'air, bon, c'est pas grave. Alors, isoler ou calfeutrer des fuites d'air, c'est un axe d'optimisation. Éventuellement calorifier les chemins d'air. Si j'ai une gaine métallique longue qui n'est pas isolée, là on risque de perdre du froid sur le chemin. Et après, bon, il y a les conditions basiques comme le nettoyage du grain. Un grain très propre va se refroidir plus vite à un coût énergétique plus bas qu'un grain sale, par exemple. Il y a plein de petits aspects. La conférence sur le thème Port de Lille, optimiser la logistique de l'économie circulaire débutera à 14 h dans la salle de conférence
Et sur les optimisations, moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est que chaque situation est vraiment un cas particulier en termes d'installation et aussi en termes de problématiques de pilotage. Donc voilà, pour moi, ça commence déjà là, en fait, dans l'adaptation du pilotage de la machine. Merci. Bonjour, merci pour votre conférence. Juste une question au niveau du coût d'entretien annuel. Est-ce que vous avez des bases par rapport aux différentes machines que vous pouvez mettre sur le marché? Je ne peux pas vous donner là des euros précis pour type de machine. Alors l'entretien en soi, les machines sont presque comme un frigo. Vous l'achetez, vous le faites fonctionner pendant 20 ans ou plus. C'est-à-dire il n'y a pas de pièces d'usure. Ce qu'il faut faire, c'est obligatoire en Union européenne, c'est faire une vérification d'étanchéité pour détecter des possibles micro-fuites qui, en réalité, on n'a pas de souci là, mais c'est obligatoire en fonction de la taille de la machine, chaque 6 mois ou chaque 12 mois. Alors c'est une opération qui dure 20 minutes qu'un frigoriste industriel pourra faire et ça peut coûter, je sais pas, ça coûte 200 euros. Nous, on fait aussi de l'entretien, notre équipe de SAV fait de l'entretien et là on fait l'entretien, ça comprend un nettoyage complet de tous les échangeurs de chaleur, vérification de tous les éléments, les pressostats, que tout fonctionne correctement. C'est un coût forfaitaire autour de 500 euros par an. Et ça suffit. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas il ne faut pas changer l'huile du compresseur ou le fluide, ça reste dedans. Alors le coût d'entretien, il est vraiment bas. Les filtres, ah oui, bon, il y a les machines possèdent tous un filtre d'air, mais ça c'est plutôt inconsommable. Le filtre, en fonction des poussières, ce qu'on a dessus, on peut le nettoyer plusieurs fois et après on le change. Mais un filtre, ça coûte 30 euros, 40 euros un filtre. Alors vous faites une campagne avec 100 euros pour le filtre ou 150, c'est une machine très grande et vous avez beaucoup de poussière. Alors c'est presque négligeable. Il y a monsieur. Bonjour, Fontaine Silo, Vincent. Par rapport au fonctionnement de votre granifrigor, est-ce que c'est le granifrigor qui est étudié pour mettre l'installation en pression, où il se charge uniquement de produire l'air froid en une certaine quantité, et c'est l'installation existante, donc les ventilateurs existants ou le ventilateur existant, qui va mettre l'installation en pression? Le ventilateur existant, on ne l'utilise pas parce que dans le granifrigor, il y a un ventilateur spécifique adapté à la production de froid, de compresseur froid, et le débit de notre ventilateur, il est variable. C'est-à-dire, l'air est poussé par l'installation, par le ventilateur qui est dans la machine. On n'a pas besoin du ventilateur existant. Des fois, on passe par le ventilateur parce qu'on n'a pas d'accès, mais normalement, on n'a pas besoin. Même des installations neuves, on supprime les ventilos. Il n'y a plus de ventilateur. Et le granifrigor, on peut l'utiliser en hiver en mode ventilateur. Il peut fonctionner comme un simple ventilateur avec des consignes un thermostat. Au-dessous de 10 degrés, il démarre comme ventilateur. Alors, si vous faites un silo neuf, vous n'avez pas besoin de ventilateur. En principe. Oui, s'il n'y a pas de ventilation vidange, évidemment. Mais là, c'est notre argument. La ventilation vidange, il vous faut un câble comme ça et un contrat cher parce que vous avez des moteurs de 110, 130, 150 kW. Beaucoup plus grands que la consommation totale du granifrigor. Merci beaucoup.